Imagine-toi, imagine-toi 5 mois en mer, tout seul, à réaliser une régate. C'est ce que va nous partager aujourd'hui l'invité du jour, François Gouin. Alors, je t'avoue que moi, j'ai bu ces mots du début à la fin. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin. C'est des pépites sur le mindset, sur le fait d'aller réaliser ses rêves, sur comment il a préparé tout ça, sur comment il a traversé de l'adversité, parce que crois-moi, quand tu as des problèmes de mât ou le bateau qui prend l'eau en plein milieu de l'océan, je pense que il y a moyen de flipper. Il nous partage tout ça à travers cet épisode avec beaucoup, beaucoup d'humilité, tu vas le voir, et une douceur incroyable. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté du générique avec François Gouin qui vient de participer pour la première fois au Global Solo Challenge, 5 mois en solitaire avec son bateau pour un tour du monde. À tout de suite. Salut à toi, je suis Julien, révélateur de zone de génie chez les 9 Sens. Après une quinzaine d'années comme consultant dans l'ingénierie du management de projet pour de grands groupes, j'ai décidé de partager mes compétences afin d'aider un maximum de personnes à révéler leur zone de génie et la mettre en scène dans leur vie. Ce podcast, c'est un rendez-vous convivial entre nous. Tu repartiras avec des astuces concrètes que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt et un carnet d'adresses de personnes inspirantes qui sont dans leur zone de génie. Par moments, je serai seul ou avec des invités afin que tu gagnes un temps fou et que tu puisses rapidement te sentir utile et à ta place. Car ça, c'est mon kiff. Alors que tu sois en voiture, dans ta séance de sport ou sous ton plaid dans ton canapé, je te propose que nous kiffions ensemble l'épisode du jour. Très belle vie à toi. Eh ben, bienvenue François. Bienvenue dans Merci. le podcast. Merci de prendre ce temps-là avec nous. Euh, donc, je résume un petit peu enfin, le truc complètement fou que tu as fait. Alors pour moi, c'est un truc, j'en parlais avec une amie ce matin, je dis mais c'est complètement fou de partir faire un tour du monde en solitaire, en bateau. Tu te retrouves, tu vas nous expliquer les clés du mindset derrière ça parce que moi, dans mon monde à moi, c'est incompréhensible. Et je suis vraiment ravi qu'on échange sur ce sujet-là. Donc, tu as fait le Global Solo Challenge là. C'est ça, Tac. exactement. T'es parti combien de temps? Et je suis parti 5 mois en mer, 5 mois sans escale. Donc 5 mois sans escale en solitaire. De ce Voilà. que j'ai pu voir, vous étiez 16 au départ, il y a eu 9 abandons. Ouais, exactement, exactement. Donc Ouais. on va rentrer un peu dans le détail de la dureté du truc derrière. Mais Ouais. et pour la plupart d'ailleurs, vous aviez jamais fait ça. C'était votre premier tour en solitaire de ce que j'ai Oh pu voir. ben, voilà, en dehors tu sais, en dehors des professionnels de la voile, il n'y a pas grand monde qui a l'occasion de faire plusieurs fois ce genre d'aventure. Ouais. Ouais. Ah, alors, si je peux te laisser te présenter en quelques mots, parce que à la base, tu n'es pas du tout de ce milieu-là, tu viens du milieu de la médecine, tu es oncologue. Voilà, voilà. Oui, oui, je suis pas du tout marin professionnel, effectivement. Ouais, je suis médecin chirurgien et chirurgien oncologue. Je m'occupe des tumeurs de l'appareil locomoteur, ce que c'est un truc un petit peu très, très marginal. Enfin, on est assez peu dans ce domaine. Et puis voilà. Et puis mon hobby, ma passion, pas ma raison de vivre, non, mais ma passion depuis toujours, bah, c'est la mer au sens large et la voile et la régate un peu plus précisément, mais la mer au sens large, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a décidé justement à te lancer dans cette aventure, à un moment de te dire, tiens, si je mettais mon métier en pause, parce que ça demande un peu de logistique, je suppose. Ah bah, là, oui, on en reparlera sûrement, mais là, effectivement, l'une des plus grosses difficultés, enfin, au moins la moitié de la difficulté, c'est la logistique et l'organisation en amont, hein. Et bah, qu'est-ce qui m'a décidé? Moi, c'est pas un truc qu'on décide comme ça du jour au lendemain, hein, en se levant un matin en se disant bah tiens, je vais aller faire le tour du monde aujourd'hui. Non, non, c'est quelque chose qui voilà, qui est toujours un peu présent dans la tête. On a tous nos rêves d'enfants, d'adolescents. Et moi, quand j'étais gamin et adolescent et jeune, et ben, ce qui me faisait rêver, c'était les navigateurs au large qui revenaient. C'était l'époque où les tabarlis commençaient à émerger, la course en solitaire a commencé à émerger. Et c'était les héros de ma jeunesse, hein, tous les navigateurs des années 70-80. Et puis c'est toujours resté d'ailleurs. J'ai toujours gardé une petite place pour ce rêve dans ma vie professionnelle, même si elle m'occupait beaucoup. Et donc, voilà, j'ai jamais fermé cette porte. Et puis, petit à petit,
c'est resté en place. Et puis il y a eu des opportunités qui ont fait depuis 2018, puis en 2022, enfin 2020, que ce projet se concrétise au travers de la Global Solo Challenge. Ouais. Mm. Ah, ça me fait hyper plaisir d'entendre ça parce que bah, donc, moi, le gros de mon métier, hein, c'est d'aider les gens justement à dépasser, passer du stade c'est un rêve à concrétiser les choses. Donc ça me fait toujours hyper, ça me fascine et puis ça me fait toujours hyper plaisir quand je vois des gens pour qui ça a été très fluide. Alors très fluide dans le sens, j'oublie la logistique, mais pour qui bon, bah, il y avait ce rêve, il avait une place, faudra que je le fasse. Donc justement, ça m'intéressera à travers cette interview quoi, que tu partages. Euh, Certaines clés, certains, tu vois, genre un certain état d'esprit pour ces gens qui ont des rêves et qui passent pas à l'action ou qui ont trop peur. Et, euh, et justement, j'ai lu un peu dans les articles qui te concernaient que tu avais été quand même pas mal suivi pendant cette régate parce que tu as fait beaucoup de sensibilisation autour de cette cause. Parce que de mémoire, le Global Solo Challenge, c'est avant tout aussi une mise en lien avec certaines associations, avec certaines causes, et notamment le cancer, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, de façon assez courante, on essaie, au travers de genres de courses qui sont toujours un petit peu des caisses de résonance médiatiques, entre guillemets, hein, parce que c'est pas Mhm. quelque chose de très médiatisé, hein, c'est pas le Vendée Globe, hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un tout petit peu de résonance. Et donc, c'est l'occasion de mettre en avant c'est des causes, ce qu'on appelle sociales, quelles qu'elles soient, hein. Et en général, ça tourne oui, autour de la santé, autour de l'écologie, autour de l'éducation. Et puis, donc moi, du fait de mon métier, on a construit ce projet très vite en partenariat avec Unicancer. Unicancer, c'est la fédération des centres de lutte contre le cancer, qui sont répartis un petit peu partout en France. Et en s'appuyant sur ce projet pour la promotion, quelque chose dont on parle de plus en plus, hein, dont tu as dû entendre parler, dans la prévention du cancer, dans la tolérance de la maladie, c'est tout ce qu'on appelle l'activité physique adaptée, c'est-à-dire tous les bienfaits de se remuer les fesses et de pas rester sur son fauteuil toute la journée, quel que soit son état, quelle que soit sa maladie, il y a toujours une place pour un petit peu d'activité physique. Et aujourd'hui, il est parfaitement démontré, au même titre que l'alimentation, au même titre que d'autres soins de support, que les bienfaits sur pas uniquement psychologiques, hein, physiques, sur la tolérance des traitements, sur le taux de rechute d'un certain nombre de cancers, d'avoir un peu d'activité physique. Et il est jamais trop tard pour s'y mettre. Donc voilà, c'était ça un petit peu le message qu'on portait. Mhm. Et puis parallèlement, parce que ça c'est plus de cœur, parce que j'ai des amis dans l'enseignement qui ont donc des classes. C'est un super support pédagogique, hein, ce genre de tour du monde. Il y a et d'ailleurs un des profs avec qui on était en partenariat, a fait un véritable projet, hein, très formalisé, pédagogique, parce que ça parle de la nature, de la mer, il y a de la géographie, il y a de l'histoire, il y a de Mhm. la technique, il y a tout ce qu'on veut. Et donc, on était en lien avec trois classes que j'ai pu rencontrer avant de partir, que j'ai vu en revenant, et avec qui j'ai communiqué pendant. Et les enfants étaient vraiment enchantés, hein. Ça, c'était une expérience géniale. C'est incroyable de voir à quel point ils adhèrent à ce genre de choses, quoi. Ils étaient Mhm. enthousiastes. Ouais. Ah, bah, tu m'étonnes. Et j'avais lu que les bateaux que vous aviez justement pour faire ce tour du monde-là, à la base, c'est pas forcément des bateaux qui sont prévus pour ça, c'est des bateaux que vous avez adaptés ou travaillés ou préparés pour ça. Alors, disons que c'est ouvert à toutes sortes de bateaux, entre 32 pieds, et puis je crois qu'il y a pas, je sais pas s'il y a des limites supérieures d'ailleurs. Et en pratique, effectivement, naviguer dans ces zones, hein, c'est-à-dire dans les mers du Sud, ce qu'on appelle les 40e rugissants, les 50e hurlants, là, voilà, c'est-à-dire le tour du monde par les trois grands caps du Sud, là, qu'on a fait. C'est le même parcours que le Vendée Globe, hein, d'ailleurs. Mhm. Eh bien, ça nécessite effectivement que les bateaux, il y a des exigences techniques et de préparation des bateaux. En particulier, il faut des compartiments étanches, il faut des possibilités d'évacuer le bateau si jamais il est retourné avec des trappes, etc. Il y a tout un tas d'exigences réglementaires qui font que les bateaux, il faut les préparer. Et tu vois, cette course, elle suggère et elle promeut la réhabilitation d'anciens bateaux de course. Il y a plusieurs bateaux de course qui sont malheureusement très vite obsolètes aujourd'hui avec la Mhm. course
et d'ailleurs, c'est un vrai problème dans la course au large. Et donc, cette course favorise la participation dans l'ancien bateau de course, et c'était le cas de mon bateau, hein, qui a fait la route du Rhum et toutes ces courses. Mais il faut, même pour des bateaux qui sont faits pour faire des transats et des choses comme ça, il y a des aménagements nécessaires pour pouvoir faire des parcours comme celui-là. Ouais. Hmm. Et tiens, justement, tu parlais en cas d'inondation, et il me semble que toi, tu en as rencontré une, tu as une inondation du moteur pendant. Ah bah j'ai eu comme tout le monde tout un tas de. Tu sais, on dit c'est Michel Desjoyaux là qui était un double vainqueur du Vendée Globe qui disait quelque chose que tout le monde reprend maintenant aujourd'hui en course au large quand tu es en solitaire, c'est chaque jour avec ses emmerdes. Hein. Il y a Ouais. pas une journée où on n'a pas un emmerde. Et donc effectivement tous les jours il se passe quelque chose. Il y a des avaries plus ou moins sérieuses. Oui, j'ai eu mon moteur a été inondé. Effectivement, c'était un des moments forts et difficiles parce que parce que c'était une panne majeure qui est survenue au troisième jour. Donc c'est l'horreur, quoi. Ça fait 3 ans que tu prépares, au troisième jour tu es sur le point d'abandonner. C'était vraiment quelque chose vraiment ouais violent, quoi. Et puis on a réussi avec l'aide de mes amis à terre de mon équipe technique, on a réussi à sauver le moteur et puis à continuer. Donc, c'est une grosse victoire dès le début qui remet en confiance encore plus pour continuer, quoi. Et justement, avant d'avoir cette grosse victoire, enfin, émotionnellement, comment tu as géré ça? Tu vois, parce que tu dis, il y a un peu ce sentiment de vouloir abandonner, de découragement qui peut vite envahir. Comment tu as géré ça là, sur le moment? Ah ouais, c'est pas l'envie d'abandonner, c'est pas l'envie d'abandonner, c'est la nécessité d'abandonner. C'est-à-dire que le moteur, alors c'est une course à la voile, alors ça surprend toujours les gens, mais on a besoin du moteur quand même parce que le moteur c'est une source électrique pour fabriquer de l'électricité en le faisant tourner au point mort. Hein. Et quand on est en course en solitaire, l'électricité c'est la survie. Hein. C'est-à-dire c'est l'électricité, c'est le pilote automatique. Et quand on n'a pas de pilote automatique, il n'y a plus de course en solitaire. Donc, Ouais. si on n'a plus d'électricité, c'est l'abandon par nécessité, c'est pas le découragement. Et donc, en fait, c'est pas un découragement, c'est pas de la colère, c'est une immense tristesse, quoi. Quand tu te réveilles la nuit à 5 heures du matin, que tu vois ton moteur inondé et que tu comprends que ça fait 3 jours que tu es parti, et que probablement c'est fini. C'est une immense tristesse, mais très vite, tu prends contact avec l'équipe à terre, un ou deux mots tout simples comme quoi oui, c'est vraiment sérieux, c'est vraiment grave, mais c'est pas désespéré. Et tout de suite, tu te mets, t'es tellement motivé parce que faut voir que ça fait ce genre d'affaires. Comme je t'ai dit, c'est des rêves de toujours, mais c'est de la préparation technique euh, tous les week-ends, toutes les vacances pendant les 2, 3 années qui précèdent. Donc, on est excessivement motivé. Et donc, tout de suite, on rentre dans l'action parce que la meilleure manière de réagir, c'est de rentrer dans l'action pour se mettre au travail et essayer de réparer avec les moyens du bord. Et on n'a pas un atelier de mécanique, hein, donc les moyens du bord, c'était assez compliqué. Ça a raté 2, 3 fois. Et puis, en fin de journée, le moteur est reparti. Et là, c'est le bonheur. Mais il n'y a jamais eu de, voilà, je suis tout de suite mis dans le travail, hyper concentré sur l'affaire. J'ai pas mangé de la journée. On a fait ça guidé par le gars au téléphone quand j'avais besoin. Et donc, on a pu surmonter ce problème. Il y a deux points que je note dans ce que tu dis là, j'ai envie de ressouligner pour les gens qui écoutent ce podcast. C'est bah déjà, moi, ma valeur haute, c'est l'aventure humaine. Et j'arrête de dire, justement, on peut rien faire sans les autres, et notamment d'être bien entouré, d'avoir une bonne équipe. Et là, c'est marrant, on parle comme une traversée en solitaire, mais voilà, ça montre bien que surtout même pour une traversée en solitaire, l'importance d'être bien entouré, d'avoir Ah une bonne bah, équipe, des gens sur qui compter. c'est exactement ça. Le solitaire, on est sur le bateau tout seul, mais c'est toujours un projet collectif et encore plus. Enfin, je l'ai découvert encore plus que je l'imaginais, quoi. Parce que moi, j'avais mes amis pour la préparation, enfin, mon équipe, on était 3, 4, hein, c'est des amateurs, hein, c'est pas, encore une fois, je suis pas une équipe de professionnels, mais 3, 4 amis très amateurs, très éclairés, hein, des gens professionnels retraités, des choses comme ça, enfin, non, des gens qui connaissent bien le sujet.
Évidemment que c'est un projet, ils ont mis toute leur part, quoi, hein. Et c'est, tu sais, c'est comme la chirurgie, hein. La chirurgie, certes, on est tout seul à tenir le bistouri pour inciser, tout seul, on n'existe pas pour opérer un malade, hein. Donc, c'est pareil, c'est pareil. Hmm. Et le deuxième point que j'ai envie de souligner, c'est justement, euh, très souvent, tu vois, on va avoir des gens qui peuvent se heurter à une forme de procrastination ou de bloquer, de pas réussir à avancer. Et on dit souvent, bah, la motivation, certains attendent la motivation pour agir, alors que c'est en agissant que vient la motivation. Et tu le soulignes très bien avec cette panne moteur. D'ailleurs, non, mais en fait, il y a un moment, je me posais plus de questions, fallait agir, là, fallait se mettre en action, se mettre en mouvement pour que, justement, mettre la tristesse de côté et. Ah oui, ça, enfin, bon, c'est ma manière de gérer les moments difficiles, effectivement. Enfin oui, pour moi, c'est la seule voie de sortie, c'est de se mettre au boulot et surtout pas la procrastination. Ça, c'est la seule chose qu'il faut éviter, c'est se mettre au travail et revenir sur les principes fondamentaux et puis step by step hiérarchiser et puis voilà, ça remonte petit à petit, quoi, hein. Hmm. Oui, c'est l'action qui nous sauve, ouais. T'as un moment qui te vient là, pendant cette traversée où ça a été vraiment particulièrement éprouvant, tu vois, où tu as vraiment une grosse difficulté. Alors, tu nous as déjà partagé cette fameuse panne moteur au troisième jour, mais sur 5 mois, je suppose que tu as eu d'autres moments. Ouais, alors pour diverses raisons et il y a eu quelques moments plus difficiles que d'autres, effectivement. Alors j'ai jamais eu de moment de me dire qu'est-ce que je fous là, c'est pas possible. On a plusieurs fois posé la question et ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours réussi à peu près à gérer l'affaire. Bah il y a eu cette histoire ouais, de moteur. Après après il y a eu euh, euh, un autre moment un petit peu difficile. Mais alors bon, c'est très technique, c'est un problème de ce qui sert à fixer la grand voile sur le mât, Ouais. là, ce qu'on appelle le rail de grand voile, qui est une sorte de chariot là, de rail qui fixe la grand voile sur le mât, qui s'est décollé du mât, et ce qui veut dire que on peut plus laisser la grand voile, et si on n'arrive pas à réparer ça, on n'a plus de grand voile. Et si on n'a plus de Ah, grand voile, l'histoire s'arrête, quoi. Et donc, bon, c'était une histoire qui a commencé avant le départ, parce que c'est un point faible connu des bateaux, surtout les bateaux anciens. Donc, c'était posé beaucoup de questions avec les professionnels, justement. On avait fait des choix, des options qui n'étaient pas les bonnes, puisque j'ai eu des ennuis avec ça. Et donc là aussi, ça a été, ça c'était dans l'Atlantique Sud. La première fois, il m'a fait trois problèmes, ce rail, là. C'était là, dans l'Atlantique Sud où je me suis aperçu qu'il s'était décollé. Et donc là aussi, c'est le coup de massue, quoi. C'est le coup de massue. Et là aussi, tu vas voir, c'est à peu près la même logique d'ailleurs. Parce que, bon, je savais ce qu'il fallait faire, hein. Fallait monter dans le mât, fallait aller mettre des vis, mettre de la colle. Sauf que quand tu es en mer tout seul, monter dans le mât, ça remue. C'est une épreuve physique et c'était à mentale. quelle hauteur à peu près là sur. Là c'était à mi-hauteur, c'est-à-dire à 8 mètres, 8-9 mètres, quoi. Ouais, donc ça fait déjà Euh, 3-4 étages quand même, hein. Ah ouais, ça fait haut. Pour moi qui suis pas montagnard, ça fait haut, ouais. Et puis ça remue Ouais. parce que le moindre mouvement est super amplifié. Et il est Enfin, amplifié ouais, avec la hauteur, hein. c'est le truc que redoute tout le monde de monter dans le mât, hein, tout le monde. Et moi, je me suis dit, avant de partir, jamais je monterai dans le mât. En plus, c'est hyper dangereux. Mais enfin, toujours est-il que donc voilà, de toute façon, c'était la seule solution. Et là encore, quand tu es dans une course comme ça, que tu as comme seul objectif d'aller jusqu'au bout de ta course, que tu es tout seul, de toute façon, il n'y a personne qui viendra pour t'aider, tu as une motivation qui est immense, et une concentration et une motivation immense, et tu arrives à faire des choses absolument que tu imagines pas. Et donc, il faut toujours se dire que les limites qu'on peut avoir à terre ici, c'est absolument pas les mêmes quand on est dans ces situations, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Donc, ouais, j'ai commencé à monter, c'était en fin de journée, là, pour essayer d'aller mettre des premières vis et tout. J'ai jamais pu faire ce que je voulais, ça remuait trop, j'ai cassé mes mèches, etc. Donc, je suis allé me coucher, puis le soir, bah, j'ai téléphoné avec mon équipe, là, et puis on a commencé à préparer le déroutement vers Cape Town, en Afrique du Sud, hein, parce que c'était. Mais Jimmy, mon ami, et qui était avec moi toujours en soutien et en préparation avant, il me dit allez, tu vas dormir, on verra demain matin, on s'y remet demain matin, etc. Donc voilà, moi j'avais déjà préparé quasiment ma liste de courses à Cape Town de ce que j'allais faire et tout et tout. Je suis allé dormir, effectivement, j'ai très bien dormi. Le lendemain, j'y suis retourné, la mer était un peu plus plate, et puis j'ai réussi à commencer à mettre une vis, puis deux, puis
j'ai réussi à finir le job. Alors c'était super dur parce que physiquement dans le mât, je passais 4 ou 5 heures dans le mât, ballotté de tous les côtés. J'avais des bleus, on se cogne de tous les côtés. Mais j'avais réparé l'affaire. Là aussi, voilà, c'est les immenses plaisirs de surmonter ces épreuves, ces inattendus. On y va un peu pour ça aussi, hein. On aime ça parce que c'est plein d'inattendus et l'inattendu, c'est la vie, hein. Voilà, on a des moments de tristesse parce qu'on pense que tout est fini. Et puis voilà, et puis c'est reparti et ça a très bien tenu. Et ça s'est redécollé dans l'océan Indien à un autre endroit et j'ai pu remonter faire la même chose. Ça s'est bien fini. Et c'est quoi, tu dirais que c'était quoi ta relation à la peur pendant ce trajet-là? Hein. Euh, alors, dans ce genre d'affaires, faut pas le nier, hein, enfin, tout le monde le dit, hein, on vit avec de la tension en permanence, hein. Dès que tu as Ouais. passé la ligne de départ, il y a une tension forte qui est liée aux conditions, au milieu qui est super hostile, hein, en particulier dans le Grand Sud, c'est très hostile, hein. Mais aussi parce qu'il y a une tension permanente de la peur de l'avarie et la peur du problème technique qui va faire que tu vas être obligé de t'arrêter. Si tu t'arrêtes, c'est l'échec, t'as raté, quoi. C'est l'échec, quoi. Et donc, il y a cette peur qui est un peu latente, ce qui est plus une tension, un stress latent, hein, mais de la première minute jusqu'à la ligne d'arrivée, le premier soulagement de la ligne d'arrivée, c'est que tu vas t'affranchir de cette tension et cette peur de casser et de l'échec, parce que tu vis avec la peur de l'avarie tout le temps. Hmm. Mais ça, c'est plus une tension qu'une peur. Sinon, tu as des petits moments ouais, donc c'est du stress permanent, et puis quand le stress il est un petit peu trop fort, et ben ça devient de la peur, comme tu le dis. Et ça arrive, moi, en ce qui me concerne, c'était surtout les 2, 3 fois où il y a eu des gros coups de vent qui étaient prévus. Comme on a un météorologue, on travaille avec des prévisions météo, on sait un peu ce qui va se passer, même si c'est pas exact, mais globalement, on sait que demain, à partir ou mardi ou mercredi, il va y avoir un coup de vent plus fort, enfin, un peu costaud, et que là, il y a des petits risques, ça va chauffer un peu, quoi. Et donc, c'est sûr que les jours qui précèdent, on a un peu la peur au ventre, se dire comment ça va se passer, j'espère que je vais pas casser, ça. C'est surtout, voilà, en amont de ces coups de vent, bah, c'est du stress qui est un peu plus fort, et puis quand le stress est trop fort, bah, il devient un peu de la peur qui peut inhiber un peu, et là aussi, il y a un peu de gestion mentale, aujourd'hui, avant, les marins, ils jouaient les gros costauds, tu sais, j'ai besoin de rien, comme les chirurgiens d'ailleurs, hein. La préparation mentale, c'était pas pour eux, quoi. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de coureurs en solo ont des coachs mentaux, parce qu'ils ont compris que c'était une dimension importante de la préparation et de la gestion justement de ces moments où il y a de la tension plus forte pour gérer cette tension, hein. Donc, moi, j'ai toujours été un peu sensible à ça et intéressé par ça. Et voilà, j'ai aussi mes exercices physiques, mais aussi mes exercices mentaux pour essayer de gérer un peu ces moments où le stress doit pas être trop fort, sinon il bascule du mauvais côté du stress, quoi. T'en as un que tu pourrais nous partager aux gens, là, un qui te fait Oh, le bah, plus plaisir? oh, j'ai des trucs, j'ai rien d'original, hein. Il y a, ce qu'on appelle les images mentales positives, par Ouais. exemple, hein. Avoir 2, 3 images mentales positives qui permettent de concentrer l'esprit, de se détendre. Je fais quelques exercices de sophrologie aussi, hein, mais je suis un autodidacte, mais ça fait très longtemps, depuis mes premières transats en solo, c'est-à-dire depuis 20 ans, où j'aime bien, enfin, j'essaie de pratiquer un petit peu régulièrement des exercices pour que ce soit pas quelque chose qui arrive juste le jour où tu en as besoin, mais que ce soit plus Hmm. un fond de travail de ton respect. Et puis, j'aime bien faire aussi un petit peu de temps de méditation régulièrement pour entraîner l'esprit au relâchement, apprendre à se détacher, quoi, hein, tout Hmm. simplement, hein. Voilà, ça a rien de très original, mais je pense que c'est absolument aussi nécessaire que un peu d'exercice physique tous les jours, quoi. Mais tu dis, tu sais, c'est rien d'original, mais je suis content de te l'entendre dire parce que tu vois, donc, dans les travaux que je fais, je travaille beaucoup sur la peur. Moi, c'est une émotion qui m'a D'accord. bloqué, qui m'a fait procrastiner parce que
pense comme beaucoup de gens, la peur, je voyais ça comme une émotion, un problème qui me disait de pas aller, tu vois. Et j'ai découvert que sur ce chemin-là, sur le développement personnel, dans le coaching et tout ça, à quel point c'était une émotion formidable et que le seul problème avec la peur, c'est de voir la peur comme un problème et qu'en fait, c'est normal qu'elle soit là. Elle te dit pas de pas agir, mais c'est une émotion aussi formidable pour faire de l'analyse de risque, comme tu disais tout à l'heure. C'est attention, bon, bah, voilà, à 3 jours de météo, bon, bah, si la peur, elle me signale quelque chose, c'est peut-être, voilà, il y a peut-être un plan d'action à mettre en place pour se préparer. Je sais que je vais en chier pendant 3 jours. Bon, bah, faut peut-être que je me repose un peu plus, que je prépare le bateau et tout ça. Donc, et, et très souvent, quand on répète aux gens, tu vois, on les emmenait par exemple sauter d'une grue de 13 étages pour leur montrer le fonctionnement de la peur. Et très souvent, quand on leur dit, bah, mais vraiment, ne négligez pas la méditation, la respiration, l'imagerie mentale et tout ça, à quel point c'est fort, bah, je suis content de te l'entendre redire. Parce que des fois, tu sais, on va dire, oui, oui, bah, on sait, c'est de la théorie, mais en vrai, ça marche pas tant que ça. Mais si, c'est des outils magnifiques et qu'on n'enseigne pas assez, je trouve. Ah oui, j'en suis vraiment convaincu et, euh, euh, justement, hein, je travaille un petit peu sur le parallèle entre cette expérience et puis mon expérience professionnelle où j'étais enseignant, enfin je suis en chirurgie, en médecine, où on enseigne le savoir, on enseigne le savoir-faire, hein, la technique chirurgicale, mais on n'enseigne pas du tout cette dimension. Mm. Et alors qu'on a un métier où il y a de plus en plus de problèmes de burn-out, de gens qui sont over, enfin qui sont dépassés justement par les problèmes émotionnels. Je pense qu'il faut réfléchir à il y a quelques personnes qui commencent à se manifester là-dessus, à écrire là-dessus, réfléchir justement à la préparation mentale qui fait partie aussi des outils de préparation et de formation, quoi, hein. Et bon, enfin, moi, je suis un autodidacte complet, mais mes expériences à la fois professionnelles, je fais de la chirurgie un petit peu chaude aussi des fois, et, euh, cette expérience extraordinaire de la course au large en solitaire, ça me permet de regarder ça avec intérêt et de voir l'intérêt que ça a pour gérer ça. Et tu vois, j'étais très surpris depuis l'épisode Covid de voir dans ma clientèle arriver de plus en plus de gens du milieu médical. Alors, médical humain et d'ailleurs animaux aussi. Enfin, on a des vétérinaires qui ont commencé à vraiment à venir pour justement cette gestion du stress, se reconnecter aussi à ce que. Moi, je travaille beaucoup sur le kiff hein, et beaucoup avaient un peu perdu la flamme, tu vois, suite à l'épisode du Covid où c'était épuisé. Et c'est vrai qu'on sent que ça commence à s'ouvrir quand même et qu'il y a une vraie demande pour gérer à la fois le mental, gérer le stress, gérer Voilà. l'angoisse, la gestion des collaborateurs et garder le cap, en fait, hein, ça, pour reprendre une image que tu connais bien. C'est Mais, ça. mais on sent que ça s'ouvre quand même dans le milieu médical, hein, on en a de plus en plus. Nous. Oui, on en reparle, on commence à l'écrire, Ah, mais c'est tout récent, quoi, ah hein. ouais. Et tu dirais que cette expérience-là, c'est quoi la plus grande leçon apprise sur toi, en fait, pendant. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi pendant ces jours-là? Oh, je sais pas, c'est un peu tout encore. J'ai pas encore complètement. Je suis encore un petit peu dedans, en train de d'écrire encore un petit peu ce qui s'est passé, tout ça. Et j'ai du mal à me dire il y a quelque chose d'essentiel, fondamental qui s'est passé sur moi. Euh, non, je sais pas. Très honnêtement, je Mais sais pas. Ce que je sais, c'est que je me remets pas dans le monde professionnel exactement de la même manière, mais je peux pas te dire exactement. Hmm. Je peux pas te répondre à cette question. Je sais pas. Non, non, C'est trop tôt. il y C'est a trop pas- tôt, ça. très bien. Et d'ailleurs, après, en plus, tu y as un petit peu répondu comme tout à l'heure. Tu vois, quand tu nous racontais l'histoire du mat, tu as quand même été chercher des ressources en toi que tu Ah pensais pas ouais. avoir. Donc, Ah ouais. Alors, ouais, ça confirme des choses qui sont écrites. C'est que quand tu te mets dans une situation comme ça, tu vas chercher des choses que tu n'imaginais pas que tu Hmm. puisses atteindre. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime un petit peu se mettre dans ces situations, parce qu'on sait on va aller, parce que c'est l'imprévu, parce que ça te fait aller à des endroits où tu pensais pas aller, ou être capable d'aller. Et encore une fois, c'est des petites victoires, ça. Et donc, ça fait beaucoup de bien à son soi, quoi, parce qu'on surmonte ces obstacles, quoi. Puis après, c'est aussi
un environnement fantastique près de la nature, sur la mer, près de la nature. C'est la compétition, la régate. Enfin, ça cumule énormément de choses que j'aime en tout cas et que beaucoup de gens peuvent partager, quoi. Et est-ce que tu as eu affaire à. Tu sais, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'astronaute. C'est-à-dire, souvent, quand les gens ils vont accomplir un rêve, bah, en fait, derrière, il y a une redescente, un peu, tu vois, une descente émotionnelle ou des fois qui peut, même chez certaines personnes, tomber dans une forme de dépression parce que, bah, en fait, ils ont eu un pic émotionnel énorme, ils ont dépassé quelque chose. Puis derrière, il y a cette espèce d'espace de vide, tu vois, où, bon, bah ouais, j'ai plus un truc qui me remotive là pour les prochaines années. Est-ce que tu as eu affaire à ça, toi? Et puis, si oui, comment tu as géré ça? Je dirais que oui, un peu, incontestablement. Mais là encore, c'est trop tôt parce que tu sais, moi, je suis revenu il y a moins de 3 mois, quoi. Ouais. Donc tout ça, c'est récent. Comme je te disais que je sais pas tout à l'heure, ben, voilà, il y a un peu de flou, ouais, un peu de Hmm. flou pour reprendre ces attaches à terre là, et c'est encore un peu instable et un peu flou et un peu vide par Ouais. rapport à, c'est tellement fort émotionnellement, physiquement, mentalement que euh, ben, oui, oui, c'est encore un petit peu flou. Je sais pas très bien Ah ouais, je comprends. ce que j'ai envie de faire. Ouais. Ouais. Après, ça, c'est vrai que c'est un peu comme la peur. On a envie de l'enlever ces moments-là, mais ils sont normaux et puis ils sont. Voilà. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est normal. Et puis il faut laisser, ça va, c'est pareil. Il faut rester open. Et puis je pense que ça va aller se recaler. Mais c'est incontestablement. Je savais pas qu'on appelait ça le syndrome des astronautes. Ouais, bah Mais il y a un petit ça peu. a été eux il les y a- premiers à le mettre en lumière, en fait, hein. Il y a eu beaucoup d'astronautes qui, en revenant bah, sont tombés, sont partis soit dans des drogues dures ou de l'alcoolisme, et après les drogues dures, ou des syndromes de dépression très intenses, parce que, bah, en fait, quand tu as atteint un tel niveau de kiff, tu vois, enfin, tu fais partie des rares personnes à avoir atteint ça, en fait, la redescente, c'est le cas de le dire, la redescente, Ouais, c'est très dur, hein. ouais, ouais, mais il y a un peu de ça, ouais. Tout à fait. Ouais. Et quel conseil tu aurais envie de donner à quelqu'un qui a justement envie d'entreprendre un projet aussi fou soit-il, mais bah, voilà, qui procrastine ou qui a peur ou qui bloque ou qui se dit oh, putain, soit je mérite pas. Enfin, quelqu'un que tu vois procrastiner dans un projet, un rêve, tu aurais envie de lui dire quoi, toi? Bah, j'ai envie de lui dire que des choses un peu banales, mais qui sont vraies, que rien n'est impossible, que si c'est un vrai rêve et que c'est sincère, faut être sûr que ce soit un vrai rêve, que ce soit pas un caprice, une compulsion, un désir de compulsion, que ce soit un vrai rêve profond, quelque chose qui est bien ancré en soi. Hein. Si l'ancrage il est bien en soi, eh ben, à mon avis, rien n'est impossible et que après tout ça, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de projets, même au niveau professionnel partout, eh bien, il faut être humble et raisonnable et ça se construit vraiment étape par étape. On garde un œil toujours sur l'objectif, sur son projet, mais on va pas y arriver du jour au lendemain. Et donc, c'est étape par étape. Et puis, il y aura à chaque étape, il y aura 10 obstacles, mais ça, c'est pas grave du tout. C'est ça construire un projet. Sinon, ça serait tout de suite acquis. Et il suffit, il suffit d'être convaincu que si c'est un vrai projet profond, bien ancré en soi, et ben c'est step by step et absolument rien n'empêche d'avancer pour l'atteindre l'objectif. Après, c'est peut-être pas demain, c'est peut-être pas après-demain. Il y a 10 ans, jamais je t'aurais dit que d'abord une fois que ce tour du monde, je l'aurais fait. Même si à 20 ans, j'avais déjà envie de le faire. Et puis voilà. Et puis même quand je me suis lancé dedans il y a 3 ans avant de partir, il y avait un peu plus de la moitié, il y avait 60 préinscrits sérieux qui avaient payé leur préinscription encore un an avant. Et puis il y a du déchet entre guillemets parce que il y a plein de contingences financières, logistiques, organisationnelles qui font que malheureusement on peut pas aller jusqu'au bout. Quoi. Et donc la seule chose, voilà, faut être sincère avec soi, être sûr que si c'est un vrai projet, qu'on a envie, et ben rien n'est impossible. Merci, merci François. D'ailleurs, tu penses qu'il te dirait quoi, le François d'il y a 10 ans, là?
Et il aura envie de te dire quoi là quand il voit que ça a été fait? Ah bah, j'aime pas beaucoup, il est un tout petit peu fier quand même d'être arrivé au bout de ce truc-là, quoi, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant et c'est tellement un rêve impossible, inimaginable. C'était bon, j'aurais peut-être eu en d'autres circonstances l'occasion de faire ça, mais ou en équipage ou avec escale, qui est un peu le même rêve, mais pas aussi, on va dire, accompli qu'en solitaire et sans escale. Bah ouais, d'abord, ça me convainc dans le fait que rien n'est impossible et qu'il faut garder, surtout fermer aucune porte à ce qu'on aime. Hmm. Bon, ça veut pas dire qu'on y travaille, mais en tout cas, se fermer aucune porte. Et puis que, voilà, maintenant que c'est fait, ouais, je suis vraiment content et heureux d'avoir fait ça parce que c'est génial, c'est incroyable. Ah Je ouais. trouve ça encore incroyable, je trouve ça encore incroyable, quoi, pour Ah, moi. je te le confirme. Et t'as eu quand tu as lancé l'idée du projet, tu as eu des personnes, enfin, comment ça a été perçu par ton entourage? Tu as eu des gens qui ont été un peu réfractaires, qui ont essayé de te dissuader, ou au contraire plutôt motivants, ou les deux? Ouais. En fait, c'est quand même. Non, j'ai pas eu de personnes réfractaires du tout. Il y a des gens qui suivent plus ou moins bien, mais c'est quand même des projets euh, que tu portes et que tu inities, et c'est vraiment toi qui élève. C'est pas les autres qui vont. C'est pas les autres qui vont. Les autres, ils sont aidants, sans aucun problème, même très bien. Mais mais c'est quand même toi qui, qui porte et qui fait avancer le projet, quoi. Hein. Hmm. Et donc, non, j'ai eu aucun obstacle, personne m'a découragé. Euh, et puis, faut s'entourer avec des gens qui soient convaincus aussi. Et puis, voilà. Non, 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 j'ai pas eu d'opposition. Non, non. Et lors de la traversée, là, tiens, je voulais te poser la question tout à l'heure. Tu sais, on dit souvent, bah, pour faire face à l'adversité, pour tenir dans la durée et tout ça, il faut avoir un pourquoi assez fort, ou un pourquoi plus grand que toutes ces excuses. Tu dirais que c'était quoi, toi, ton pourquoi sur cette traversée-là? C'était quoi ce qui allumait la chaudière, qui allumait la flamme à l'intérieur? Eh ben, euh, bah, moi, je suis bien en mer. J'aime bien être en mer. J'aime bien être en mer et en particulier au large et encore plus dans des courses en solitaire. Et effectivement, je me suis posé plein de fois la question quand j'avais un peu de temps là dans la descente de l'Atlantique, pourquoi on aime ça, pourquoi les gens qui aiment le large, enfin, c'est comme les marins pêcheurs, c'est des passionnés, alors que c'est dur, comme tous les marins, et comme c'est pareil pour la montagne d'ailleurs, hein, c'est les mêmes moteurs. Hein. Et je me suis souvent posé la question du pourquoi j'aimais ça, quoi. Et en fait, bon, t'aimes ça parce que c'était près de la nature, mais t'aimes ça aussi parce que c'est une vie qui est simple, c'est une vie qui est très sobre, qui est polluée par rien. C'est un espace de liberté. C'est le grand paradoxe, hein. C'est comme en montagne, c'est un espace de liberté immense, alors que tu es enfermé sur un bout de plastique de 10 mètres. Il n'y a pas d'endroit et tout le monde l'écrit que c'est la liberté d'être au large. Alors pourquoi c'est la liberté? Je crois que c'est la liberté parce que tu es affranchi de toutes les contraintes de la terre et tu as comme seul objectif d'arriver à bon port et de la sécurité et de manger et de dormir en gros, hein, pour faire simple. C'est-à-dire, je pense que c'est une vie excessivement simple, sobre, euh, ou engagé avec où on est engagé physiquement et mentalement et donc quand on est engagé on a plein de satisfaction, de petites victoires comme je disais et tout ça très près de la nature, voilà, et tu rajoutes ça un petit peu un peu d'ingrédients sous forme de la régate et de la compétition avec le petit copain à côté pour essayer de faire un peu mieux et tu as plein de choses qui font que c'est très satisfaisant, quoi. Hmm. Euh, ouais. Et c'est surtout, voilà, c'est cette vie simple, sobre. Euh, en fait, c'est plaisant, qui nous arrache un peu du monde où on est très sollicité, très pollué par tout un tas de choses. Là, c'est très pur et pas pollué du tout, quoi. Ah, incroyable. Et
T'as eu peur de mourir à des moments, non? Enfin, parce que t'es quand même, tu dis, t'es tout seul en plein milieu de l'océan, tu vois. Je veux dire, il y a quand même, il y a comme un risque, tu vois. Et puis surtout quand on t'annonce des météos peu clémentes et tout ça. Il y a... Alors, disons que pendant, non. Avant de partir, alors, non, t'as pas peur de mourir parce que sinon, tu le ferais pas. On n'est pas des tarés. Hein, moi, je suis pas suicidaire. Hein. Mais, euh, on est là. Tu as parlé tout à l'heure. Ce genre de projet, c'est un très bel exercice de gestion des risques. Hein, parce que tu passes ton temps dans la préparation à faire de la gestion de risque, à évaluer le risque, ce que tu veux mettre en place pour le diminuer. Et évidemment, on sait tous que c'est un milieu hostile et qu'il y a des accidents régulièrement, malgré toutes les précautions, malgré le caractère raisonnable des gens, etc. Donc tu sais qu'il y a un petit risque. Hein. Et avant de partir, tu organises des choses parce que c'est un endroit où tu peux il peut y avoir des problèmes, donc on n'est pas irresponsable. Mais quand tu es dedans, non, t'y penses pas. Tu te dis, bah, c'est complètement, voilà, non, t'y penses pas. Ouais. T'y penses Hmm. pas. Tu penses pas que tu vas mourir. Enfin, moi, j'ai pas été dans ces situations, en tout cas. Mais ça, pour moi, c'est une clé hyper importante hein, que tu nous partages là, parce que c'est vrai que sur les projets, combien de fois les gens tu sais, ils vont bloquer parce qu'ils ont peur. Enfin, on leur dit, mais fais l'analyse de risque. En fait, qu'est-ce qu'elle vient de dire, cette peur? C'est quoi les trucs à lever? Et en fait, elle vient pas pour te bloquer, elle vient pour te dire, voilà, il y a une checklist de points à faire attention. Euh, Typiquement, tu sais, quand tu as des gens qui n'osent pas quitter leur travail, tu vois, et parce que ça fait 10 ans qu'ils sont plus bien dedans et ils osent pas quitter leur travail parce qu'ils ont l'impression que leur monde va s'écrouler. Et ben en fait, voilà, ça serait quoi le pire du pire? Fais une liste, Oui, une checklist. voilà, moi, j'analyse un peu tout ça. Tu as le danger, tu as le risque, et puis le danger, il est toujours le même. Hein. Tu passes par-dessus bord, il est toujours le même. Et le risque, c'est le pourcentage que tu as de passer par-dessus bord. Et si tu as peur, ce pourcentage, tu l'augmentes beaucoup. Mais en fait, le danger est toujours le même. Hein. Il n'a pas changé. Hein. Ce qu'il faut, c'est pas regarder le risque, c'est regarder le danger et puis de le gérer. Mais le risque, c'est une variable que la préparation, justement, qu'elle soit technique ou qu'elle soit mentale, permet de réduire. Ça ne veut pas dire que tu enlèves le danger, Mais tu le réduis. tu le réduis et son vécu est plus facile. Hmm. On va arriver sur la fin, François. Déjà, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Euh... Non, on a fait le tour. Voilà, je sais pour les gens qui écoutent, je sais pas si voilà, est-ce qu'ils ont bien compris ce genre, juste recadrer ce genre de course, savoir ce que c'est, parce que les tours du monde, on en entend beaucoup parler. En fait, ce tour du monde, c'est aujourd'hui il y a 3 courses tour du monde en voilier, en solitaire. Hein. Il y a une que tout le monde connaît qui s'appelle le Vendée Globe, qui est très médiatisée et qui est devenue exclusivement professionnelle et on va dire totalement inaccessible aux amateurs pour des raisons budgétaires et de préparation. Puis il y a une autre course qui s'appelle le Golden Globe Challenge, qui est une course à l'ancienne, qui était un remake de la première course du monde de 1968 et qui se passe tous les 4 ans aussi sur des bateaux anciens avec sans électronique à l'ancienne. Et c'est vrai qu'il y a eu 2 éditions et Jean-Luc Vandenette, que les gens connaissent souvent, a gagné la première édition en 2018. Et c'est organisé par un Australien. Et puis il y a cette 3e course autour du monde, qui est une autre course donc aussi moins professionnelle pour amateurs, qui s'appelle la Global Solo Challenge, à laquelle on a participé. Et donc effectivement, voilà, c'est pour recadrer. Aujourd'hui, il y a très peu de courses de ce type-là. Hein. Il y a que ces 3 courses. Et là, nous, c'était la première édition. Hein. J'ai participé moi à la première édition de la Golden Globe. Et il va y avoir bien sûr la 2e édition. Ça a bien marché, est prévu pour 2027. Voilà, ce qui fait que c'est un petit monde, hein, le monde des coureurs de Tour du Monde en solitaire. Et ça, pour cadrer, aujourd'hui, on est moins de 200 à avoir fait ce Tour du Monde en solitaire et sans escale depuis le premier, qui est un monsieur qui s'appelle Robert Knox Johnson en 1968 et qui est toujours vivant qui était le premier à faire ça en 68. Et donc en 2027, on retrouve François au départ ou Ah, je crois pas, non, parce que quand même c'est compliqué à préparer, c'est cher, physiquement, ben, moi je commence à prendre de l'âge, j'arrive un peu dans les limites pour ces choses. Non, je crois pas.
Donc, ça sera un autre challenge. Voilà. Exactement. Il y en aura Euh, d'autres. bah, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, François, d'avoir pris ce temps-là. Il y avait une dernière question que j'avais envie de te poser tout à l'heure. Ouais. C'était en termes de rencontres, quelle belle rencontre tu as fait sur ce parcours-là? Tu vois, est-ce que tu as vu, je sais rien, des dauphins, des baleines, des... J'ai fait peu de rencontres sur la faune, bien que j'avais ma mascotte Tahiti qui était là pour témoigner de tout ça. Et non, assez peu, curieusement. J'ai vu que 2 fois des baleines, quelques dauphins, mais j'ai vu beaucoup d'oiseaux. Ça c'était une découverte parce que tu vois ça que dans l'Atlantique Sud, dans l'océan Indien. C'est extraordinaire. T'es accompagné par les oiseaux, les albatros bien sûr, mais aussi des pétrels, des océanites. Parce qu'il y a plein d'oiseaux qui nichent dans des îles sauvages de l'océan Indien. Alors ça, c'était la vraie relation. Et puis les rencontres que j'ai faites aussi, c'est les rencontres humaines, parce que c'était un truc absolument pas prévu ni anticipé. C'est quand tu lances dans des choses comme ça, c'est incroyable le nombre de personnes qui te qui disent que tu les fais rêver, qui nous ont suivis tous les jours en envoyant des messages, des gens que je connaissais pas, que je connaissais de très longtemps ou pas du tout, et c'est assez étonnant, quoi. On n'imagine pas que plein de gens disent merci de nous faire rêver. Et donc j'ai connu indirectement plein de gens, et ça c'était vraiment sympa. Ah moi je te le dis en direct, hein, merci de nous avoir fait rêver là pendant 1 heure et de nous avoir partagé tout ça parce que vraiment c'était des pépites. Et puis je pense que suite à l'écoute du podcast, je vous invite à aller remercier François grandement pour tout ce qu'il vous a partagé. Et je vais te souhaiter franchement une très très belle continuation. Et puis encore une fois, merci d'avoir pris ce temps-là. Et puis je te laisse le mot de la fin, tiens, si tu veux. Merci Julien, et ben, c'était un plaisir. Et le mot de la fin, là, c'est tu parlais tout à l'heure de savoir ce qui restait après, tout ça, c'était un peu tôt, mais il y a un truc qui est sûr, et ça, il y a pas que dans cette expérience, c'est que après, la mémoire humaine, elle est vraiment bien faite. On élimine très facilement tout ce qui est négatif et il reste que les bonnes choses. Donc, n'ayez pas peur des expériences un peu difficiles. Après, il restera que le bon de l'expérience, hein. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai souvent connu et qui se confirme encore là. Eh ben, merci François. Je vous laisse sur ces magnifiques mots et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Silence, ça kiffe. Belle continuation à Merci, tous. merci Julien. Au revoir à tous. Au revoir.